Ils nous ont divisés. Ils ont fait de nous des pantins sans vie, sans espoir. Mais aujourd'hui, tout va changer. Écoute bien, parce qu'à un moment, faut dire les choses comme elles sont. Avant 16 ans, tu ne peux pas savoir si tu veux porter le voile. Mais à 3 ans, on t'explique le consentement sexuel. À 8 ans, tu peux changer de genre pour la vie. À 10 ans, bikini string à la plage, pas de souci. Mais à 14 ans, cacher tes cheveux, là, c'est interdit. C'est n'importe quoi. Tout est fait pour pointer du doigt la communauté musulmane, pour nous diviser. Mais moi, j'ai grandi avec des musulmans, des Renois, des Français, des Chinois, des Italiens, avec ceux qui vivent comme moi, pas avec les bourgeois qui veulent m'expliquer comment exister. Parce que les 1%, on ne les voit jamais, ils ne se mélangent pas. Ils nous dictent tout, ils profitent de notre vie, prennent tout, donnent rien, et osent nous dire qui sont nos ennemis, pourquoi on galère, comment on doit vivre. Pendant ce temps, nous on galère, eux détournent des milliards. Moi, je mange comme mon voisin, je vis comme les gens autour de moi. Et nous, on se déchire pour des couleurs de peau, des religions, des choix de vie, alors qu'on subit tous la même réalité, on respire tous la même pollution, qu'on subit tous les mêmes galères. Regarde autour de toi. Ton équipe, c'est ceux qui vivent ta réalité. Tes adversaires, c'est ceux qui en profitent. Le reste, des batailles d'un autre siècle. Diviser pour mieux régner, ça suffit. Les musulmans, les étrangers, ce sont nos voisins, nos collègues, nos amis. Et eux, les 1%, ils crachent sur ces gens-là. Jamais on les croise, jamais on partage rien avec eux. Et pourtant, ils veulent nous dire comment vivre. 1% d'ultra riches et de politiques, ceux-là, ils nous pourrissent la vie depuis toujours. Voilà la réalité. Pas leurs mensonges, pas leur propagande. La réalité qu'on vit tous les jours. C'est de plus en plus une source de tension, en fait, Noël, qu'on comprend, et même de frustration parfois. Absolument, parce que, effectivement, et en grande partie pour des raisons financières, 64% des Français déclarent par exemple avoir dû renoncer à recevoir pendant les fêtes parce que ça coûtait trop cher. Hier soir, 25 septembre 2025 à Paris, ces étudiants ne mangent pas à leur faim, ils viennent pour une distribution de nourriture. Le nombre de bénéficiaires ne cesse donc d'augmenter. Ils sont combien désormais ? 1,3 million Ashley, soit près de 20 fois plus qu'en 1985. Conséquence du chômage, de l'inflation, mais aussi plus récemment de la crise Covid. Là où on a 500 colis alimentaires disponibles pour les étudiants, il y a 1000 inscrits. Il y en a 1 sur 10 qui n'a pas de logement. C'est-à-dire qui dort dans un box de parking, dans une voiture, à la rue parfois. Le logement, c'est le premier poste de dépense des étudiants en France. Donc si on règle la question du logement, on règle en grande partie la question de la précarité. Et donc quand on a un Premier ministre qui annonce des ruptures, peut-être que la rupture, elle pourrait aller dans le bon sens, c'est-à-dire d'aider les étudiants qui n'ont pas à bouffer. En 30 ans, la richesse moyenne des Américains a augmenté de 20%. Quant à celle des 0,1% les plus riches, elle a augmenté de 6000%. Les riches, ils n'ont pas besoin d'un président. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. On a un président de la République, M. Macron, qui part au Mexique et qui décide, de son propre chef, de faire un chèque de 170 millions d'euros à un hôpital mexicain. C'est très généreux de sa part. Et en plus, très louable. Cet argent a servi à la reconstruction de l'hôpital, à payer tous les soins médicaux et à aider les gens sur place. Bravo, j'ai envie de dire. Sauf que ces 170 millions d'euros, ils ont été prélevés sur l'argent public des Français. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Alors je ne sais pas vous, mais moi, on m'a toujours éduquée en me disant, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Mais apparemment, pour M. Macron, ça ne se passe pas de la même manière. Bonjour à toutes et tous. Est-ce que la France a cet argent? Non. Comment fait-il pour distribuer autant d'argent de son propre chef alors qu'il n'a pas l'argent? On n'a pas l'argent. Il n'y a pas de finance magique. Il n'y a pas de finance magique. Mais la finance magique, ça n'existe pas. Il n'y a pas de finance magique. Toujours pas de finance magique? Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'argent magique. Il a promis de rembourser cet argent. Mais comment? En prélevant de l'argent dans l'épargne des Français, en supprimant les aides sociales? Il faut m'expliquer. Alors, à votre avis, où est-ce qu'il va le trouver, cet argent? C'est une vraie question. Il est l'heure de se réveiller, mon Seigneur.
Il est 8h. Oui. Vous êtes du côté de ceux qui ont le pognon et vous avez décidé de faire payer les pauvres parce qu'ils sont les plus nombreux. C'est dégueulasse. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Le rôle des autorités publiques, ça n'est pas de transférer la peur, ni de gouverner par la peur. Et donc le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail, c'est tout. Quand on reverra, pays merveilleux. Françaises, Français. Mes chers compatriotes, l'année 2008 s'achève, elle a été rude. Mes meilleurs vœux pour 2009. L'année qui s'achève a été difficile pour tous. 2010 sera une année de renouveau. L'année 2010 s'achève, je sais qu'elle fut rude, et l'année 2011 s'annonce comme porteuse d'espérance. L'année 2011 s'achève, elle aura connu bien des bouleversements. L'année 2012 sera celle de tous les risques, mais aussi de toutes les possibilités. L'année 2013 a été intense et difficile. 2014, ce sera aussi l'année de décisions fortes. L'année 2014 fut une année rude. 2015 doit être une année d'audace, d'action et de solidarité. 2015 fut une année de souffrance et de résistance. Faisons de 2016 une année de vaillance et d'espérance. L'année 2018 ne nous a pas épargnés en émotions intenses de toute nature. Cette année 2019 est à mes yeux décisive. Durant l'année qui vient de s'écouler, nous avons vécu des moments d'épreuve. La décennie qui s'ouvre peut être la nôtre. Oui, cette année 2020 a été difficile. Que 2021 soit une année heureuse pour chacune et chacun. À nouveau, cette dernière soirée de l'année est marquée par l'épidémie et les contraintes renforcées qui pèsent sur notre quotidien. 2022 sera l'année de tous les possibles. Ensemble, nous allons réussir. Je vous souhaite une très belle et une très heureuse année 2024. Pour que la France puisse s'unir, agir et resplendir. Qu'elle soit digne de l'indéfinissable splendeur de ceux qui sont destinés aux grandes entreprises. Parce que c'est nous. Très belle, très heureuse année 2025 à vous et à vos proches. Vive la République, vive la France. Bonne année à tous. Vive la République. Je pense que ce qui est important, c'est dans cette période, s'il doit y en avoir un dernier pour défendre la République, son unité, c'est moi. Nous sommes dans une situation de crise majeure. Non, ça va, regardez. Eh ben oui. Les Français vivent de plus en plus mal. Je n'ai jamais vu mon pays aussi fracturé qu'aujourd'hui. Depuis des années, le politique, y compris parfois Emmanuel Macron, Bonjour. a pris soin, pour des raisons souvent tactiques, de posture politique, de dresser les uns contre les autres. Voici quelques mois, vous avez parlé des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien. Qui c'est qui a dit ça? Et une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Vous n'avez pas dit des gens qui ne font rien ou des gens qui n'ont rien. Vous avez parlé des gens qui ne sont rien. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Quand vous n'avez plus rien à perdre, ce genre de phrase, ça sert pas à apaiser, bien au contraire. Il y a un sentiment de mépris et une colère, une exaspération devant cette indifférence et ce mépris, encore une fois, en direction du monde du travail. Non, ça va, regardez. Eh ben oui. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. Est-ce que vous êtes en mission? Oui. C'est comme ça que je le vis. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Qui vous a précédé et qui restera.
mensonges et les bobards, c'est le thème d'aujourd'hui. Nos policiers aujourd'hui font un travail déplorable, un travail admirable. Il y avait beaucoup de soutien aujourd'hui, mais aussi quelques opposants qui ont été assez bruyants, qu'on a entendu. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous faites pas l'unanimité. Le combat qu'on mène, c'est aussi un combat contre la démocratie, pour la démocratie. C'est nul! Jordan Bardella, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à porter la cause de la lutte contre l'antisémitisme, comme vous le faites à l'instant, quand on est patron d'un parti qui a été dirigé pendant près de 40 ans par Jean-Marie Le Pen, condamné pour négationnisme et pour des propos notoirement antisémites? Je ne crois pas, je ne sonde pas les cœurs et les reins, mais je ne le crois pas. Ah, vous ne croyez pas que Jean-Marie Le Pen est antisémite? Je ne le crois pas. Maintenant, il a quand même été condamné plusieurs fois pour Monsieur cela. Duhamel, je suis né en 1995 et vous me parlez d'un temps que je n'ai pas connu. Ceux qui avaient juré après la victoire du Front National, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noah, ça. Oui. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Discours typiquement antisémite, voilà. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je ne suis pas raciste. Où est-ce qu'ils trouvent toute cette énergie Nous ne sommes pas des fachos. Cette candidate RN dans le Calvados, arborant un costume SS. Nous ne sommes pas des racistes. La suppléante de Pierre Gentillet pose, elle, fièrement avec des skinheads et des t-shirts suprémacistes floqués, fierté blanche. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le Conseil d'État a statué. Le Rassemblement national est d'extrême droite. Nous sommes des gens raisonnables. 2 des 15 élus du Rassemblement national mis en cause pour avoir fait partie de ce groupe Facebook. Sur cette page, des montages et messages à caractère raciste. Retourne dans ton cocotier. Même mon chien se comporte mieux. Ils sont vraiment nuisibles, ces noirs. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse, je ne suis pas raciste. C'est une vipère! Eh oui, c'est une vipère aspic. En France, on trouve 4 espèces de vipères. Et attention, car elle est venimeuse. Je voterai RN et je suis pas raciste pour ça. Je vous dis, moi, j'ai mon voisin, il est du Mali, je crois, ou du Sénégal, enfin bref. Il a eu un problème pour les colis, il a demandé si je pouvais lui garder, j'ai dit d'accord. Bon, j'ai dit attention, ça dépend quel colis, parce que si c'est 1 kilo de cocaïne ou d'héroïne, je vais pas aller au Newf à mon âge. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Nous ne sommes pas des fachos. La condamnation d'une ex-candidate Front National à 9 mois de prison ferme pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Des racistes. J'ai comme ophtalmo un juif. Raisonnable. Un député du Rassemblement national crie qu'il retourne en Afrique. Des fachos. L'assistant de Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen. Il a été un des piliers du bar identitaire lillois violent et raciste, la Citadelle. Propos racistes, éloge de la violence, menace d'attentats. Nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Le RN attire aussi des profils radicaux dans son mouvement de jeunesse, le RNJ. Comme Jason, il publiait des propos haineux, comme « J'aime juste ceux qui tuent du b***. » Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. Je suis allé à un rassemblement de motards et c'est un curé de couleur qui m'a béni. Vous voyez, donc je ne l'ai pas écrasé avec ma moto. Raciste! Machine est raciste! Moi, je suis absolument pas raciste. Je ne suis pas raciste. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Monsieur Reynolds t'a acheté. Violon va t'éduquer. Mais tôt ou tard, sale nègre, tu seras à moi. Ce sont des terroristes! Ils sont nuisibles à la société. Il faut les détruire. En ce moment, au tribunal de Paris se tient un gros procès pour terrorisme, sauf que ceux qui sont jugés, c'est une des plus grosses entreprises françaises et ceux qui la dirigeaient à l'époque.
Bonjour, je suis Charlotte Piret, journaliste à France Inter et je vous raconte ce qui se passe dans les salles d'audience. Cette entreprise, c'est l'entreprise Lafarge qui fabrique essentiellement du ciment. Et en 2010, elle décide d'installer une usine de fabrication de ciment, une cimenterie, dans le nord de la Syrie. Sauf que très vite, la guerre s'installe avec les groupes djihadistes. En 2012, la majorité des entreprises internationales ont décidé de quitter le pays. Mais pas Lafarge. Lafarge reste et s'arrange avec les groupes terroristes, moyennant versement d'argent. Elle va pouvoir continuer à faire fonctionner son usine, ses camions vont pouvoir passer les checkpoints et les salariés venir entre leur domicile et l'usine. Et tout ça va durer un certain temps, jusqu'en septembre 2014, au moment où l'État islamique, qui est devenu le groupe djihadiste le plus puissant, va décider de mener l'assaut, de récupérer l'usine. Et à ce moment-là, au tout dernier moment, Lafarge décide d'évacuer et d'abandonner ce site-là. Mais entre-temps, elle aura versé près de 5 millions d'euros à 3 groupes terroristes, dont l'État islamique donc, et c'est pour ça qu'elle est jugée aujourd'hui. Et dans ce procès, il y a des victimes d'attentats, des attentats du 13 novembre, qui ont décidé de se constituer partie civile parce qu'elles estiment qu'il y a un lien direct entre l'argent que Lafarge a versé à ces groupes terroristes et à l'État islamique et les attentats qui ont été commis en France ensuite. Là, on parle de quelqu'un condamné pour terrorisme. Comment vous expliquez ça? Mais il a reconnu évidemment son erreur et il a payé sa dette à la société. Si vous n'êtes pas condamné à vie, disons, il n'y a plus de justice. Hein. Et s'il avait été condamné pour du terrorisme islamiste? Non mais écoutez, moi je ne connais pas le dossier. Voilà. Ouh, c'est nul! Merci de me soutenir. Marine n'est pas raciste. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Mes filles ont été élevées dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand il y avait Hitler à la télévision, il les forçait à l'appeler Tonton Dolphy. C'était un gag, c'était un petit peu ça, oui. Bon, pas obligé, non, elles n'étaient pas obligées. Bon, enfin, c'était une façon de rire aussi, mais ça arrivait, oui, ça arrivait. Oui, c'est aussi ses amis aussi, oui, c'était un petit terme d'amitié. D'affection pour Hitler? Je crois, oui. Et quand il parlait des Arabes? Oui, c'était aussi ça, c'était... je sais plus quel est le terme, comment on disait. Des crouilles, non, c'est ça? Oui. Et des bougnoules! Écoutez, j'ai des bougnoules! Des bougnoules? Et des bougnoules! Mais oui, Et des bougnoules! Et des bougnoules! Vous avez raison à 100%, Jean-Étienne, il y a un malentendu là-bas, venez dans mon bureau, on va s'arranger. Bon, Gérard, tu m'attends, je te vois après. Je ne suis pas raciste. Encore une fois, je n'ai pas de haine à l'égard des étrangers. Ça n'est pas le racisme qui me pousse. Je ne suis pas raciste. Nous ne sommes pas des fachos, nous ne sommes pas des racistes, nous ne sommes pas des gens d'extrême droite. 1, 2, 3, vive l'Algérie! 1, 2, 3, vive l'Algérie! Puis on en parlait, la DZ Mafia, c'est le gouvernement algérien, le FLN, qui a aussi tout intérêt à battre l'État français. Directement, vous dites le gouvernement algérien. On ne peut pas imaginer, on en parlait à la pause, on ne peut pas imaginer en fait que la DZ Mafia, avec son fondateur sur le sol algérien libre, puisse agir librement sans contrôle du FLN. Ça paraît irréaliste. Il y a forcément des ramifications, il y a forcément des services de renseignement algériens qui sont mêlés à la DZ Mafia. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Les chrétiens kabyles d'Algérie, parce qu'ils sont principalement kabyles, vivent vraiment un véritable calvaire, tout ce qui constitue une véritable persécution. Hein. Interrogatoire donc pour des détentions d'une Bible, descente de police dans des cultes privés, parce qu'il n'y a plus d'église, donc harcèlement au quotidien, il y a quand même des contrôles de pâtisserie pour traquer les bûches de Noël. Vous voyez, ça ne s'invente pas quand même. Incroyable. Incroyable, oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. Selon des sources officielles du gouvernement algérien, une mesure extraordinaire vient d'être adoptée pour combattre un fléau saisonnier qui menace la quiétude des foyers, la bûche de Noël. Dans un communiqué publié ce soir par le ministère de la Défense et des Traditions, le gouvernement algérien annonce la création immédiate d'une brigade spéciale anti-bûche, directement inspirée de la célèbre équipe de SOS Fantôme. Cette unité d'élite, composée de chasseurs islamistes, sera équipée de véhicules high-tech, pour traquer et neutraliser toute trace de cette pâtisserie festive, qualifiée d'invasive par les autorités algériennes islamistes. Une flotte de 200 véhicules modifiés, équipés de protons adaptés pour aspirer les miettes de génoise, les crèmes au beurre suspectes,
ainsi qu'un détecteur d'arômes capable de détecter une bûche à des kilomètres. Ces engins tout-terrain seront stationnés dans les grandes villes comme Alger, Oran, Annaba et Constantine. Des opérations pilotes ont déjà débuté, avec la destruction de 500 bûches en une seule nuit. Les citoyens sont invités à signaler toute activité suspecte via la hotline. Affaire à suivre. Incroyable. Incroyable, ouais. Regardez cette vidéo. Regarde. Wesh la chaise. J'en ai marre, j'en peux plus. Elle va pleurer, elle. Wallah, elle est folle par Allah. Laissez-moi. Madame, c'est bon. Ça énerve, hein. On devient dingue. On a envie de se dire toujours les mêmes quand on regarde autour de la vidéo. Mais regardez bien. Cette vidéo, c'est une IA. Vous vous rendez compte un peu comment ça peut lancer des trucs de dingue? Parce que sur le coup, moi j'y ai cru quand j'ai vu cette vidéo. J'étais prête à écrire un commentaire. Eh ben non, c'est une IA. C'est vraiment fait pour nous dresser les uns contre les autres. Faites bien attention à ce que vous regardez sur les réseaux, partout d'ailleurs. On se fait baiser la couenne par l'IA. C'est un truc de dingue. C'est vraiment difficile de vous faire des vidéos vraiment... parce que maintenant, on doit tellement faire des recherches pour voir si c'est du vrai ou du faux. Là, c'est une IA. Et dites-moi aussi ce que ça vous inspire aussi, ce genre de vidéo, parce que moi, ça m'a fait sortir de mes gonds. J'ai eu trop mal au cœur pour la prof sur le coup. Et pas un seul moment, j'ai regardé les élèves, à part que j'avais peur qu'ils la tapent. Mais autrement, j'ai vu les commentaires sur cette vidéo que j'ai vue à l'origine. Et c'était horrible. Vous êtes vraiment des gros racistes, tous. Ça me dépasse. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. D'ailleurs, en tant que président de Reporters sans frontières, vous êtes allé en Algérie. Vous êtes retourné en Algérie, mais seul, jamais en famille. Hein? J'ai voulu y retourner en famille, ouais. Mais il faut dire qu'avec ce que j'ai dit sur l'Algérie pendant les années 90, ils m'ont plus jamais donné un visa. C'est une stupidité. J'ai même écrit, je vais vous faire une confidence, j'ai écrit à l'ambassadeur, ce que je fais pas souvent, en lui disant, écoutez, je veux amener ma fille et ma femme en Algérie pour leur montrer d'où je suis, d'où je viens, les plages, Oran, les quartiers qui ont été les miens, l'école où je vous jure sur la tête du bon Dieu, je l'ai pas écrit comme ça, mais c'est ce que ça voulait dire, que je ne parle pas de politique et je rentrerai pas en disant, regardez comment... Et alors aujourd'hui, vous avez envie d'y aller ou pas? Mais bien sûr, parce que c'est chez moi. C'est chez moi. Chez moi, je suis bicéphale. Enfin, c'est chez moi, chez vous, c'est pas ce que disent les Algériens. Oui, c'est pas chez vous. Oui, mais ça, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, ça reste chez moi. Ah, les Algériens. Ça parle toujours de l'Algérie. Incroyable, incroyable. Incroyable, ouais. Nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Les Français de souche gênent l'avenir voulu par Jean-Luc Mélenchon, qui est de détruire la France et de la remplacer par un pays arabo-musulman. Un pays arabo-musulman. Non, pas de violence, c'est les vacances. Tranquille. Oh, comme c'est bizarre. Oh, alors. Oh, ils s'embêtent pas, hein. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de réponses. Oh, bon. Vous permettez, par exemple, qu'on chante un petit chant, un grand ou pas? Non, je veux pas... Allez, je peux. Non, je vais me faire engueuler une fois. Merci d'être là. Merci d'être aussi structurant de la République. Je vous le dis comme je le pense. Et c'est pour ça que quand on dit sans la communauté juive, la France n'est pas la France, c'est une réalité. Écoutez, Juifs de France, nous étions ici, nous, en France, avant les premiers goïms. Donc nous sommes ici, chez nous. Et sachez que ensemble, c'est un combat qu'on mène en commun et collectivement, et depuis toujours. Et on va continuer à le mener ensemble, parce que moi j'aime cette communauté qui structure la société française, mais qui structure aussi ce que nous sommes humainement les uns avec les autres. Les Juifs vivaient en France avant même que la France ne soit la France. Merci pour votre invitation, merci d'avoir partagé ce moment important. Et puis, en ce moment, on a besoin de lumière, beaucoup de lumière.
Il y a des juifs en France, en Provence, depuis le 1er siècle. Les juifs du pape. Depuis 2000 ans. Depuis 2000 ans. Et donc, continuer d'allumer cette lumière, qu'on va continuer. Je me rends sur le Champ de Mars pour un autre allumage aussi, notre Hanouka. Donc, pour ceux qui y seront, on va s'y retrouver. Là, de toute la journée, on va continuer toute la nuit à allumer la lumière. Est-ce qu'on peut vraiment le rater, cet allumage au pied de la Tour Eiffel? Regardez-moi ça, des milliers de personnes qui se réunissent pour partager des moments de joie et d'amour. Profitez, profitez! Et ça, c'est le message de Hanouka. Cette lumière, cette largesse, cette beauté. On va continuer toute la nuit à allumer la lumière ensemble pour que la France continue à être ce pays des lumières. Et vous en êtes chacun un morceau de cette lumière. Merci à vous d'être là. Puis on se retrouve sur le Champ de Mars. On continue. Merci. Alors si vous m'aimez, je vous aime aussi, vous le savez. Le procureur de la Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité à Gaza. Son ministre de la Défense, Yoav Gallant, est également dans le viseur de la CPI. Peut-être que la question qu'on doit aujourd'hui poser à LFI, puisqu'il y a des faits, c'est celle-ci. Est-ce que vous voulez continuer à être dans le déni ou est-ce que vous êtes prêt à commencer une introspection de ce qui est en train d'arriver dans votre parti politique? Parce que votre parti politique est en train de se comporter en ennemi de la République. Voilà, moi c'est la question que je voudrais aujourd'hui poser à LFI. Est-ce qu'on continue dans le déni ou est-ce qu'on essaye cette prise de conscience qui serait évidemment bénéfique à tous et bénéfique à notre République? Qu'est-ce que tu me racontes là? Il est désormais un suspect internationalement recherché. La Cour pénale internationale poursuit le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés qui auraient été commis dans la bande de Gaza. Madame, monsieur, bonsoir. On commence ce JT par ces images fortes. Benyamin Netanyahou face à l'Assemblée générale des Nations unies, presque vidée de ses occupants. Des dizaines et des dizaines de personnes se sont levées et ont quitté les lieux lors de l'arrivée du Premier ministre israélien à la tribune. Un accueil glacial, hostile donc face à l'homme qui dirige Israël et qui mène depuis près de 2 ans maintenant une terrible offensive dans la bande de Gaza. Bizarre. Il y a un gros problème sur le territoire. C'est l'islam radical. Mais vous savez, il y en a qui sont payés pour porter le voile. Les Français, je veux qu'on rassemble les Français. Il faut faire attention à vos enfants quand ils vont au spectacle pour qu'ils ne reviennent pas assassiner. Savez-vous qu'entre 2017 et 2018, les actes islamophobes en France ont doublé? Depuis quelques semaines, on peut dire que les vannes ont été grandes ouvertes. D'ailleurs, l'islamophobie n'est pas nouvelle. Le mot datant de la colonisation. C'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. Ça n'existe pas. Mais vous Moi, je déteste la Mais non, mais vous tenez très bien. Cette femme préfère faire pleurer son enfant qu'enlever son voile. Vous restez accrochés? Parce que ça va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Une pratique religieuse rigoriste, particulièrement exacerbée en période de Ramadan. C'est un signe. N'oublions pas que les attentats, notamment du Bataclan. L'administration seule et tous les services de l'État ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre.
L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées, et la confusion, pour finir, des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait au temps de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. Tout ça nous renvoie à une lutte de classe. Ils écrasent les petites gens. Ils n'ont que ça. Ils ne voient pas, ils ne nous écoutent pas. Ils nous méprisent. De l'action, de l'action, de l'action. Des résultats, des résultats, des résultats. En Marche, c'est quoi? C'est des traites de gauche, des traites de droite. Des traites de gauche, des traites de droite. Non, mais c'est des gens qui ont trahi. Des traites ou des traîtres? Non, mais c'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Nicolas Sarkozy vous a qualifié de traître. Il y a deux grandes différences entre Nicolas Sarkozy et moi. Je suis un homme libre. Je comprends qu'elle puisse surprendre cette nomination. Moi, elle ne me surprend pas. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre vous maudisse. Que Dieu vous maudisse. Ça, je vous le dis ici. Vous êtes méchants. Rachida Dati. Depuis 2021, Rachida Dati est mise en examen pour corruption et trafic d'influence passif dans le cadre d'un dossier visant une filiale de Renault. Elle est soupçonnée d'avoir touché 900 000 euros sur 3 ans, 2009, 2010, 2011, de la part de Renault pour exercer une forme de lobbying. C'est des gens qui ont trahi à gauche et des gens qui ont trahi à droite. C'est ça, ce parti. Parce que c'est des personnes, à la base, elles étaient pas faites pour ça. C'est tout. Ouais, mon pote. Est-ce que vous avez tous un psy? Non. Non. Plus maintenant. Aucun. Ça y est maintenant. Merci. Vous n'avez aucun psy? Non, d'ailleurs, elle me terrorise déjà, moi. C'est rare que je rencontre des personnalités de télé qui disent qu'ils n'ont pas de psy. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh my gosh. Bon, très bien. Il va avoir un traitement injectable. À tous ceux qui se sont accommodés par le déni, à tous ceux ayant succombé à la propagande, l'on ne répétera jamais assez. Le territoire palestinien est occupé depuis 76 ans par un régime génocidaire et discriminatoire, devenu légataire universel de l'apartheid. Le 7 octobre en est le triste résultat, mais ne justifie en aucun cas les violations commises depuis. Avec le génocide à Gaza, nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. Nous assistons à un effondrement moral et éthique de l'humanité. L'histoire jugera sévèrement le deux poids deux mesures d'un monde à la remorque de ses intérêts. Pour l'Algérie, le silence équivaut complicité. L'impunité doit cesser. Le droit international doit s'appliquer à tous. Il est temps de cesser le feu. La vie des Palestiniens compte. Je vous remercie. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, c'est de la merde. Oui. Hey, bouge pas, face d'huître. Inspecteur Axel Folly, on m'a dit que tu t'es toujours pas abonné à Blédivision, face de libellule. Qu'est-ce que tu attends? Allez, clique.